En direct du ciel à La Roche-sur-Yon, ravi de vous retrouver en effet. Ici c'est le pôle culturel Centre Yonnais d'expression avec de l'art. On voit même des jeunes artistes, des musiciennes et des musiciens qui se baladent ici au ciel. Pour le Téléthon de vous accompagner pendant près de 2 petites heures, accompagné de tous les bénévoles et bien sûr de toute l'équipe technique. Chaque geste compte, on le rappelle, un don, un partage, un message de soutien. Ensemble, nous sommes beaucoup plus forts. Alors rejoignez-nous dans cette grande chaîne de générosité. 36-37, c'est le numéro très important tout au long de ce week-end et bien au-delà bien sûr. Les bénévoles qui unissent leurs forces pour la bonne cause. Et puis vous aussi, petit geste, mais qui est nécessaire, 36-37 ou alors don par SMS au 92 007 pour un don de 10 € au Téléthon. Et puis vous avez toutes les infos bien sûr sur afm-téléthon.fr. On va bien sûr accueillir notre nouvel invité, le combat, on va en parler, le combat de Jean-Guy Brett, atteint d'une maladie rare pour son autonomie. On va en parler maintenant, bonjour, j'allais dire bonsoir, on ne sait plus quelle heure il est. Bonjour Jean-Guy, comment allez-vous? Qui représente quoi alors du coup cet événement? Ah, il n'y a pas de son sur le micro, je vais vous prêter le mien. Il représente quoi alors ce week-end pour vous? Je le disais bien au-delà, puisque ça ne s'arrête pas qu'à un seul week-end. Ah, ça ne s'arrête pas un seul week-end, non. Moi, je suis sur le pont autant que faire se peut, en fonction de l'état de fatigue aussi. Mais bon, là, on essaye de faire ce qu'il faut pour tenir le choc. Avec toute l'équipe d'Action Handicap Vendée à Saint-Pierre-du-Chemin avec nos amis de Chemin de la Danse. Et puis donc aujourd'hui avec vous aussi à La Roche-sur-Yon, très heureux de retrouver ce plateau du Téléthon que j'ai déjà fréquenté il y a quelques années, disons. Je vais essayer avec celui-ci, je parlais de votre maladie. Est-ce qu'on peut en parler ici en direct sur notre chaîne TV? Oui, bien sûr, oui. En fait, c'est une maladie génétique rare, mais bon, donc personne n'en parle en fait. Enfin, c'est assez exceptionnel, quoi. C'est une naissance sur 100 000 seulement, donc c'est ce qui fait que c'est vraiment rare. Ça s'appelle la maladie d'Ollier et c'est une maladie qui touche en fait le développement des cartilages. C'est-à-dire que les cartilages, au lieu de pousser tout droit normalement, ils poussent un petit peu comme des éponges autour des os et ça amène donc des déformations au niveau en particulier des os longs, de certains os longs du squelette. Donc doigts, jambes, bras, voilà. Et évidemment, ça occasionne un handicap relativement important, beaucoup de douleurs. Et puis, malheureusement, en 2020, j'ai en plus de ça, il y a eu des complications. Voilà, j'ai déclenché une tumeur cancéreuse au niveau du fémur et j'ai dû me faire amputer de la jambe gauche. Ah bah oui, c'est des choses auxquelles on ne s'attend pas évidemment, comme toute maladie. En plus, c'est une maladie en plus de la maladie, avec évidemment une épreuve importante à surmonter, à accepter, parce que là, il faut accepter, quoi. Enfin, on a le choix, si vous voulez, j'ai eu le choix entre partir en soins palliatifs et ne rien faire, ou me faire amputer de la jambe gauche, quoi. Donc bon, cette jambe, elle était plus courte que l'autre de 15 cm, mais je marchais quand même un peu avant avec des cannes anglaises. Je me fatiguais beaucoup, mais je marchais. Aujourd'hui, je roule. Voilà, c'est un peu différent. Alors, je vais prendre ce micro-là pour qu'on puisse bien nous entendre tous les deux. Qu'est-ce que la recherche apporte aujourd'hui en 2025? Je sais que ce cap a eu lieu en 2020, c'était il y a 5 ans maintenant. Et puis cette maladie, c'est dès la naissance, vous en parliez à l'instant, Jean-Guy. Que vous apporte justement la recherche aujourd'hui et est-ce qu'on a besoin d'autre chose? Alors, à moi directement, je dirais rien parce qu'il n'y a pas à ma connaissance, il n'y a pas de recherche spécifique sur la maladie d'Ollier aujourd'hui au niveau de la génétique. Mais je veux y croire. C'est-à-dire que moi, j'en profiterai peut-être jamais, c'est possible. Mais je me dis qu'un jour ou l'autre, en cherchant spécifiquement sur cette pathologie ou en cherchant peut-être sur d'autres pathologies conjointes, oui. Un chercheur trouvera peut-être comme actuellement on fait des recherches sur les myopathies et puis on trouve par rapport à un type de cancer ou par rapport à d'autres types de pathologies auxquelles on ne s'attendait pas du tout, quoi. Donc j'espère évidemment qu'un jour il y aura des recherches spécifiques sur la maladie d'Ollier pour tous les enfants et les ados et les jeunes qui en sont atteints, et puis peut-être que
nous, on pourra en profiter aussi. Bien sûr. Je veux y croire. Et puis le Téléthon permet le partage aussi, la rencontre avec plein de gens, et puis tous les bénévoles qui font vivre cet événement. Vous en parlez justement, vous avez fait des rencontres suite justement à ces week-ends qui sont très très précieux. On fait toujours des rencontres, oui. Puis nous, donc moi je suis président en plus d'une association de personnes handicapées. On va en parler justement. Ça s'appelle Action Handicap Vendée. Donc en 2009, on avait fait venir Laurence Thiano-Herman à la Châtaigneraie. Donc j'étais très content de la revoir l'autre jour ici. Habitant de la Châtaigneraie en Voilà, Vendée, j'habite à la on rappelle. Châtaigneraie, oui, c'est ça. Et donc très heureux de l'avoir revu l'autre jour. Donc ça c'est vraiment des rencontres extraordinaires. Et puis on rencontre aussi des chercheurs justement. Et moi j'aime beaucoup discuter avec ces gens-là parce qu'on apprend plein de choses, quoi. Et la plupart se mettent à notre niveau, c'est ce qui est intéressant. Voilà. Sans entrer dans des termes trop techniques, trop médicaux, etc. etc. On arrive à comprendre beaucoup de choses, même si on n'est pas complètement baigné dans le domaine médical et génétique, quoi. Bien sûr, comme Olivier Baris qui était avec nous et qui il est formidable. Reste tout au long de la journée, vous pouvez bien connaître puisqu'on le croise ici à La Roche-sur-Yon. Venez d'ailleurs pour le rencontrer si vous souhaitez. Nous sommes au ciel, en plein cœur de La Roche-sur-Yon, ici en Vendée, chercheur en biologie des mitochondries au CNRS du côté d'Angers. Il viendra sur notre plateau nous retrouver, Olivier. Alors, vous êtes un passionné de micro, de radio, d'ondes, c'est ça, passionné depuis toujours, racontez-nous. Oui, c'est ça, oui. C'est-à-dire que quand je vais au CHU passer un scanner, les radiologues me disent « Ah, mais c'est quoi le petit écusson que vous avez là » parce que je suis membre de la Fédération des opérateurs radio et signaleurs de France. Et donc, je dis c'est de la radio, mais c'est pas les mêmes que les vôtres. Qu'est-ce qui vous passionne justement là-dedans, dans la CB? Moi, c'est une passion, voilà, c'est une passion depuis plus de 30 ans, suite au décès subi de mon père, en fait. À l'époque, on n'avait pas de téléphone portable dans les voitures, ni de téléphone portable tout court. Et le moyen de communication idéal, c'était la CB, quoi. Et puis la CB... walkie un petit peu. Voilà, alors des talkie-walkie, mais après, il y a des postes aussi qu'on peut mettre en voiture, en fixe, avec des antennes extérieures, etc. Et en fait, la CB m'a permis de renvoyer l'ascenseur, je dirais, parce que moi, j'ai toujours eu besoin des autres dans ma vie, à l'école pour porter mon cartable, parce que je marche avec des cannes, donc j'ai jamais rien pu faire tout seul, quoi. J'ai toujours besoin de quelqu'un pour faire des choses. Et donc, la CB, à l'époque, elle m'a permis de renvoyer l'ascenseur, c'est-à-dire que j'ai rendu beaucoup de services grâce à la CB, quoi. Et puis, comme j'aime bien aussi les langues étrangères, ça m'a aussi permis de faire pas mal de contacts dans le monde entier, en anglais, en espagnol, un petit peu en italien aussi. Donc voilà, et puis je continue quand j'ai l'occasion. Je suis toujours équipé. Et donc aujourd'hui, avec cette fédération où on essaye de faire avancer les choses en matière de réglementation et en matière de réglementation aussi pour ce qu'on appelle les signaleurs, c'est-à-dire que c'est des gens qui s'occupent de réguler par exemple la circulation sur des parkings, lors de manifestations, lors d'événements, les gens que vous voyez avec des gilets jaunes qui sont là pour accueillir le public et qui malheureusement n'ont pas vraiment aujourd'hui de reconnaissance officielle. Donc nous, grâce à cette fédération, on essaye aussi de faire avancer les choses à ce niveau-là. C'est génial de pouvoir en parler là, national. Maintenant, en effet, la Citizen Band, je parle que français, c'est pas grave. La Citizen Band de l'initiation à la passion. Et si un jour elle vous sauvait la vie, ça vous dit quelque chose ce titre? Bah oui, ça c'est un livre que j'ai écrit il y a 2 ans et demi, maintenant 3 ans. J'ai fait une réédition l'an dernier. Donc je suis parti d'un constat en fait, si vous voulez, c'est que j'avais coécrit un autre ouvrage avant avec 2 amis, Didier Vercher et Ludivine Marie. La CB se réseau oublié. Et ça, c'était le premier livre, le premier ouvrage. C'était le premier, donc coécrit. C'est Didier un ami qui m'avait fait appel pour coécrire ce livre. Et puis un jour, quelqu'un me dit, mais est-ce que dans ce livre-là, vous expliquez aujourd'hui comment on s'équipe, qu'est-ce qu'on peut acheter comme matériel, comment on fait, comment on commence? Non, en fait, c'était nos témoignages et c'était aussi l'histoire de la radio, l'histoire de la CB. Donc il n'y avait pas tout ça. Et je me suis dit, j'ai le matériel, j'ai quand même un petit peu de connaissances dans le domaine. Vous êtes un passionné. Voilà, pas mal de photos, des archives d'une association dont j'étais le président pendant 18 ans, dédiée à la CB et à l'informatique. Donc je me suis dit, il faut que je fasse un guide. Il n'y a plus de guide depuis 30 ans en fait. Il n'y avait plus de guide à jour depuis les années 92, 95, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça m'a pris. Donc j'ai fait ce livre qui est un guide à la base, mais pour avoir la légitimité, je dirais,
d'écrire un guide, j'ai souhaité aussi reparler de mon parcours. Donc, et comme j'avais des photos, j'avais des illustrations, j'avais plein de choses que je pouvais mettre. Le premier, lui, il est totalement en noir et blanc et sans illustration. Moi, j'ai fait du A4 couleur en 131 pages, avec voilà, plein d'images, plein de photos. Ça évolue au fur et à mesure, bien sûr, voilà, c'est plus vivant. plus vivant. C'est génial, vous devez être fier aussi de sortir et puis Oui, de oui. parler de votre passion également. Vous êtes vous êtes passionné de radio, d'informatique, de nouvelles technologies et puis passionné aussi d'organisation d'événements. Vous m'avez parlé juste avant de prendre l'antenne en direct ici du ciel de La Roche-sur-Yon d'un événement que vous avez fait avec une vingtaine de participants, il me semble. Racontez-nous. Ah ben là oui, 27 participants, oui, c'était il y a quelques mois à la Châtaigneraie. Donc l'idée c'était on essaye avec Action Handicap Vendée d'être des liens en fait entre les personnes en situation de handicap et les élus, les décideurs, les administrations aussi, parce que par exemple remplir un dossier MDPH, c'est un peu un parcours du combattant pour certaines personnes. Donc c'est bien de s'associer tous ensemble. Voilà, on essaye d'être là pour être un lien et un support, disons. Et l'idée de cette journée, donc, ça s'appelait la rando à roulettes. Donc sur la matinée, on a rassemblé des personnes valides et des personnes en situation de handicap avec toutes sortes de moyens de locomotion qui roulent, mais plutôt dans ce qu'on appelle les nouveaux moyens de locomotion électrique, genre monoroue, tricycle électrique, vélo électrique, fauteuil roulant, aussi, scooter, trottinette, enfin voilà. Et donc c'était une course, non, une rando. Donc tout le monde se balade ensemble, voilà. Okay. Et puis on était escorté par notre ami Joseph de Méli-Mélodie, qui lui a une Rosalie. Donc les Rosalies qu'on voit sur les plages habituellement. Ouais, bien sûr. Lui, il fait de l'animation avec une Rosalie qui est équipée d'une sonorisation. Donc il partait devant nous, alors ça roule au pas évidemment comme un vélo électrique, enfin beaucoup moins vite qu'un vélo électrique d'ailleurs, plutôt comme un scooter. Et donc on avait de la musique devant nous, ce qui fait qu'on a fait un petit peu de bruit dans les rues de la Châtaigneraie. Et puis donc tout le monde se suivait dans une super ambiance, quoi, en chantant. Voilà. Les rues étaient barrées évidemment, on avait une sécurisation avec des signaleurs justement, une association de la région nantaise qui est venue nous sécuriser le parcours. Donner de la joie quoi, à tous ces participants, c'est ça aussi le but de ces événements. L'idée c'était de se retrouver tous ensemble et vraiment de jouer sur l'inclusion en disant que handicapé ou pas, on peut faire des choses ensemble. Exactement, c'est ce que aussi révèle chaque année le Téléthon et le prouve en plus. Je suppose que ça a donné envie, c'était la première édition, hein, d'en faire une deuxième, une troisième, une quatrième. Au moins une deuxième, oui, bien sûr. Ça sera vers quand? Le printemps, je crois. Oui, je pense que ça sera au printemps. Pour l'instant, on est en train de créer une petite commission, un petit collectif au sein de notre association même pour avoir des gens qui soient vraiment motivés pour l'organisation. Ensuite, il va falloir établir un parcours parce qu'évidemment, on imagine bien que ces engins, même si aujourd'hui, j'en parlais encore hier soir à Saint-Pierre-du-Chemin, parce qu'on a fait hier soir on a fait une démonstration. Hier soir vous étiez sur le pont. Hier soir j'étais sur le pont et on a fait une démonstration avec des fauteuils qui nous ont été prêtés par Andy Farm. Et du coup, on a des obstacles. On a nos adhérents qui étaient menuisiers, donc il nous a fait des obstacles. Et puis j'ai récupéré des cônes de Lubeck dans une auto-école. Et du coup, on a pu montrer justement comment un fauteuil réagit en montant une côte, en franchissant un seuil, en passant sur des largeurs. Vous voyez, on imagine une sorte de test, quoi. Un parcours sensibilisation, de façon à ce que des personnes valides se mettent en fauteuil. Voilà. Et moi, ce que j'aime bien, c'est quand on a des élus qui veulent bien se mettre en fauteuil, qui veulent bien jouer le jeu, parce que les élus, c'est grâce à eux qu'on peut circuler en ville ou pas. Et chacun peut se rendre compte en fait de ce que vous vivez. Exactement, tout à fait, c'est tout à fait le but. Et l'idée donc de ça, je disais, c'est que les fauteuils, ils ont beau évoluer, il ne faut pas qu'on fasse du tout-terrain non plus dans notre rando. Il faut qu'on trouve des routes, des chemins qui soient aussi accessibles que possible, sans trop de pentes. Et la Châtaigneraie, on est un petit peu dans le bocage vendéen. C'est pas vraiment la plaine de Fontenay. Donc il faut faire des recherches, il faut essayer de trouver un parcours qui soit aussi facile que possible, je dirais. Et puis moi,
cette année, c'était de dire qu'il fallait faire une boucle. C'est-à-dire qu'on laissait les voitures à un endroit, on faisait une boucle et on les reprenait. On revenait au départ. Parce que sinon, ça impose éventuellement de faire des recharges des scooters. Alors, après, on peut parler de plein de choses. On peut parler aujourd'hui des batteries autonomes qui peuvent permettre de recharger même des scooters ou des fauteuils roulants avec un panneau solaire, par exemple. Ça peut se faire. Mais là, il faudra envisager la journée. Enfin, c'est carrément autre chose. Mais ça viendra peut-être. J'ai des idées. J'ai pas de pétrole, mais j'ai des idées. J'ai l'impression que vous avez plein d'idées depuis très 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 longtemps, parce que vous organisez des événements, vous êtes un passionné, on en parlait de tout ce qui est CB radio, etc. Et puis ces événements sont importants. Et moi j'aime bien ce côté, on se réunit toutes et tous. Ah oui. On partage nos passions, on parle aussi de toutes ces recherches, développement les maladies. On se réunit vraiment autour de tout ça pour avancer. C'est ça, c'est avancer et être plus fort ensemble. Oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et puis c'est aussi essayer de faire sortir des personnes en situation de handicap de chez elles. Parce que la routine, mais il n'y a rien de plus mortel que la routine finalement. Donc essayer de bouger et de voir des choses à l'extérieur, je trouve que c'est vraiment important. Et puis c'est important aussi que les valides nous voient, que les valides voient vraiment des personnes handicapées qui circulent et qui font des choses. Jean-Guy Bret, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la fin d'année et du coup pour l'année prochaine, parce que là on est au mois de décembre? La sortie d'un nouveau livre, mais cette fois-ci dédié au handicap. Qui est en préparation, qui est bien avancé, qui n'est pas fini, mais j'espérais le sortir pour Noël, mais ça va être trop court. Quel est ce projet justement sur le handicap? Une partie de mon parcours, tous les obstacles que j'ai rencontrés depuis l'enfance en matière de handicap, au niveau scolarité, au niveau plein de choses. Et puis aussi un espèce d'état des lieux, je dirais, du handicap en France et en Europe, histoire de faire un petit comparatif de ce qui se fait ou de ce qui ne se fait pas et de ce qui pourrait se faire. Le manque d'application malheureusement des lois, notamment de la loi de 2005 dont on a beaucoup parlé, mais qui n'est toujours pas vraiment appliquée. J'allais vous demander, vous ressentez des choses qui ont bougé depuis ces dernières années? Oui, ça serait un gros mensonge de dire non. Il y a des choses qui ont bougé, mais pas assez vite. On a beaucoup de promesses. Je vais revenir aux élus. Moi, je reste convaincu que pour qu'on obtienne des résultats, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus d'élus en situation de handicap, en fait. Parce que les personnes handicapées actuellement sont liées aux décisions des valides dans 99% des cas, je dirais. Et on ne nous écoute pas spécialement. On ne nous écoute pas toujours. On met en place des protocoles, on met en place des choses, mais sans vraiment tenir compte des besoins et de la spécificité des pathologies et des handicaps. Et ça, il n'y a que nous qui pouvons le dire, il n'y a que nous qui pouvons vraiment le ressentir. Et en ce qui concerne l'accessibilité, je dirais qu'il y a des normes, c'est vrai, et il y a aussi le bon sens. Et c'est bien beau d'appliquer des normes, mais je reprends souvent l'histoire des WC handicapés, par exemple, dans lesquels on met des poubelles à pédales. Les gens, ils n'ont rien compris que si on ne peut pas se servir de ses jambes, une poubelle à pédales, c'est pas pratique. Bon. Et je prends aussi souvent l'exemple des seuils, parce que la réglementation aujourd'hui autorise des seuils à 2 cm de haut, et malheureusement 2 cm de haut, il y a encore beaucoup de fauteuils qui ne peuvent pas les franchir, alors que c'est dans la légalité. Donc il faudrait que tout ça, ça bouge, et que les architectes, les gens qui construisent et les élus prennent conscience de tout ça. Vous essayez d'aller à leur rencontre, comme vous en parliez là tout à l'heure. Je le fais régulièrement. Bien sûr, et c'est important aussi. Je le fais régulièrement avec l'association, on fait de la sensibilisation aussi dans les établissements scolaires. On rappelle le nom de l'association. Action Handicap Vendée. Je viens aussi à la Forbat, à La Roche-sur-Yon, justement pour parler à des futurs artisans du domaine donc du bâtiment, que ce soit électricien, que ce soit plombier, que ce soit maçon. Donc on essaye de leur parler de tout ça. Et puis on va aussi par exemple dans des MFR où là on a un public très intéressant avec des futurs élèves infirmières, aides-soignantes qui se destinent à des carrières au niveau du service à la personne. Donc on est en plein dans le thème et on a souvent des questions très ciblées et très sensées sur le handicap avec ces publics-là. Oui, quel genre de questions vous marquent la plupart du temps peut-être? La plupart du temps, ce qui revient souvent, c'est par rapport au regard, mais c'est aussi par rapport au type d'aide dont on peut avoir besoin. C'est des choses très concrètes, comment on peut par exemple déplacer une personne sans lui faire mal, comment on peut aider ponctuellement pour un transfert, c'est des choses un peu techniques des fois, mais qui sont importantes pour eux ou pour elles, quoi.
Eh bien, Jean-Guy Bray, merci beaucoup. On va suivre vos aventures avec votre livre qui devrait sortir donc après les fêtes, je suppose 2026. Oui, oui, je pense que ça sera premier trimestre 2026. Ouais. C'est ce qu'on vous souhaite pour la suite. Et merci d'être venu sur ce plateau ici au Téléthon. Profitez bien. Je rappelle que nous sommes au ciel, en plein cœur de la Roche-sur-Yon. Chaque geste compte, un don, un partage, un message de soutien. Ensemble, soyons plus forts. Ça, c'est le message tout le week-end et bien au-delà, bien sûr, tout au long de l'année. Alors, rejoignez-nous dans cette grande chaîne de générosité. Les bénévoles unissent vraiment leur force tout au long du week-end 36-37 pour faire un don. Merci beaucoup. Merci Lucas, merci Jean-Marie, merci à toute l'équipe du Téléthon 85 et à tous les amis du Téléthon, bien sûr.